Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Délivrez-vous aujourd'hui qui va chérir une ville, qui va chérir une femme, cette femme qui a chéri cette ville, cette femme qui vient de loin. Il faut 9 heures d'avion pour la trouver au moins. Elle s'appelle Valérie Marin-Lamellé. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Valérie. Bonsoir D'Angelo. Chérir Port-au-Prince, Valérie. Qu'est-ce que Port-au-Prince pour toi? Oh là, la question est tellement vaste. Je pourrais simplement exprimer ce que je ressens depuis que je suis de retour, puisque ça fait 2 ans que j'écris sur Port-au-Prince, mais sans y être revenue. C'est cette espèce d'immense proximité et je pense une forme de tendresse, quoi. Je ne sais pas ce qui me bouleverse à ce point dans cette ville, mais c'est constant dans chaque rue, dans les visages, dans, je ne sais pas, il y a quelque chose avec quoi je suis vraiment en phase depuis toujours. Mais ça, c'est, disons, l'impression du retour. Sinon, c'est un petit peu pourquoi j'ai fait le livre, c'est ce Port-au-Prince qu'on ne raconte pas, qu'on ne m'avait pas raconté et que mon métier de journaliste m'a permis de découvrir par les reportages que j'ai pu faire sur la vie littéraire. Et c'est ça qui m'a amené à découvrir ce Port-au-Prince qui est devenu en quelque sorte mien parce que je l'ai beaucoup sillonné et que j'avais envie de le raconter parce que ces choses-là ne se racontent pas trop. Et avant de venir à Port-au-Prince, Valérie, quelle image tu avais de cette ville? De quoi elle était faite, cette ville? Alors, avant de venir à Port-au-Prince, ça dépend combien de temps avant. Très longtemps avant, j'avais aucune image de Port-au-Prince. Je veux dire, je ne vais pas faire la fille qui connaît Haïti. Non, je n'avais pas d'image, je n'avais pas de rêverie, Mais quand je suis entrée en littérature haïtienne, c'est là où ça a commencé. Les images se sont succédées, un peu sur le pays, puisque j'ai commencé par Les Possédés de la pleine lune de Jean-Claude Fignolet. Et puis peu à peu, notamment justement par Marie Chauvet qu'on célèbre actuellement. Mais ce sont ces différents promeneurs avant mon arrivée, si je puis dire, réelle dans la ville, qui m'ont montré leur ville, que ce soit Lionel Trouillot, Gary Victor, Yannick Lahens, Ketli Mars, je ne sais pas encore combien d'écrivains comme ça m'ont aidé à imaginer cette ville et déjà à la ressentir. Et je la voyais dans beaucoup de contrastes. Et je crois que c'est ça que j'ai aussi reconnu tout de suite. C'est autant de violence, comme ça, prête à bondir, que cette tendresse dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que c'est ça. Et c'est aussi, Port-au-Prince, une ville d'artistes, une ville d'écrivains. Tu irais jusque-là? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce n'est pas une ville d'artistes et d'écrivains, je veux dire, tellement plus que, je ne sais pas, on ne peut pas dire que New York ou Paris. Ouais. Je suis quand même raisonnable. Même si on me reproche d'aimer cette ville d'amour fou, c'est un peu exagéré, ce n'est pas de cet ordre-là. Mais en tout cas, je placerai, disons, Port-au-Prince par rapport à la difficulté qu'il y a à vivre ici. Il y a une création qui se maintient et c'est ça qui a fait mon admiration, et comme beaucoup de gens qui passent par ici. Mais passer l'admiration, ce qui est intéressant, c'est de voir que comme dans n'importe quelle ville au monde, un artiste a besoin de créer. Et l'artiste, à l'intérieur de lui, il est toujours la même personne. Et ensuite, il faut qu'il trouve le moyen
de faire connaître son œuvre, de la faire advenir et de la faire connaître. Et c'est un peu tout ça que j'avais envie d'explorer. Et c'est là où j'ai vu ce tissu incroyable culturel qui fait qu'on peut dire que oui, c'est une ville d'écrivains et d'artistes et peut-être plus encore de poètes, quoi, puisqu'on sait que c'est le genre majeur. Et donc, Haïti. tu as sillonné Port-au-Prince, tu as rencontré des artistes, tu as été dans tous les milieux, la peinture, la musique, l'architecture, tu as vu tout le monde. Tu as vu le Franck Etienne qui écrit « Ma ville déchue, déraillée, débraillée, ma ville en chute baladeuse, ma ville mélange de crépuscule et d'aube, ma ville défloration et perdition, ma ville en dérangement perpétuel, ma ville en panne de tout, ma ville miracle au quotidien, ma ville folie sublime et pathétique, toute flamboyante en paradoxe déconcertante, ça brûle, ça boule, ça boule, ça bouge, ça danse, ça piaffe, ça grogne, ça hurle, ça jazz, ça graille, ça rappe. » Comment était cette rencontre avec Franck Etienne? Mais d'abord, ce texte de rap jazz, c'est absolument une merveille. Voilà, ça, et je ne me lasse pas de le lire en entendant Franck le lire, puisqu'en plus il a fait des lectures musicales, etc. Bon. Et Franck Etienne, il faut, avant Port-au-Prince, raconter notre rencontre à la Maison de l'Amérique latine en 2004, puisque c'est là que j'ai vu débouler ce géant qui, tout d'un coup, a incarné Port-au-Prince. Déjà dans son être, il y avait quelque chose qui vibrait comme ça et qui racontait tout ce qui est là. Il l'a en lui, quoi. Donc déjà, c'est fort. C'était aussi une préparation. Et donc ça, c'était ma première rencontre avec Franck Etienne. C'était pas ici à Port-au-Prince. Et après, quand j'ai vu enfin la forteresse mythique et la porte rouge qui s'ouvre et qui m'a emmené voir les peintures, enfin tout le monde, ceux qui ont eu la chance d'être reçus chez lui, connaissent un petit peu l'itinéraire qu'on peut faire avec Franck. Mais c'est vrai que c'est une incarnation du verbe. Je dirais plus encore que de la peinture parce que je connais mieux l'écriture que la peinture. Mais pour moi, c'est ça, c'est cette ville faite chair, quoi. Et si je te demande, Valérie, de quoi est faite, à ton avis, la littérature haïtienne contemporaine? Qu'est-ce qui serait son ADN? J'ai du mal à répondre à une question comme celle-là. Je dirais que son ADN, déjà, c'est Haïti. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de la littérature contemporaine haïtienne, c'est qu'elle parle d'Haïti. D'où qu'elle parle. C'est-à-dire que Haïti reste le paysage, l'impulsion et le moteur principal des écrivains et des écrivaines haïtiens. Donc ça, je crois que c'est quand même... Il y a énormément d'écrivains français qui s'en vont partout. Les uns, même ils s'en vont en Haïti. Je pense à quelqu'un comme Laurent Godet, quelqu'un comme Gisèle Pineau, la voisine de Guadeloupe, qui a écrit un très beau livre. Bon, et il y en a je ne sais pas combien. Les Haïtiens, vous restez avec Haïti à l'intérieur de vous, là, les natifs natals et compagnie. Donc, il y a ça qui me paraît vraiment très particulier. Et puis, je dirais qu'il y a peut-être ça va avec, une espèce comme de devoir, mais je ne sais pas si les écrivains le vivent comme un devoir ou pas, mais de documenter leur île, c'est-à-dire de faire œuvre de mémoire du présent ou même d'aller chercher plus loin. Comme s'il y avait un manque quelque part dans le regard qu'Haïti se porte sur elle-même et que les écrivains viennent combler, y compris un regard de dignité que le monde ne renverrait pas, y compris un regard interne que le pouvoir, entre guillemets, ou l'État ne rendrait pas non plus. Bon, c'est un peu l'idée que j'en ai. Mais Valérie, est-ce que la figure mythique de l'écrivain haïtien contemporain n'est pas encombrante, dans le sens où c'est l'écrivain qui bouffe l'espace, qui prend la parole, qui peut parler de géographie, d'histoire, de politique. Il est une autorité intellectuelle, l'écrivain. Est-ce que ça ne bouffe pas l'espace aux autres spécialistes des sciences humaines et sociales, si on veut? Alors ça, je ne connais pas assez le paysage littéraire haïtien, ou du moins du livre, dans son ensemble. Justement, je ne connais pas assez les domaines des sciences humaines pour pouvoir me prononcer. Mais il est clair que je vois plus, en effet, les écrivains, y compris comme rassembleurs, etc., de ces paroles-là. C'est-à-dire que les écrivains font aussi appel
aux spécialistes pour s'unir avec eux pour tenir une réflexion, voilà, je pense par exemple à refonder Haïti ou des initiatives comme celle-là. Bon, après qu'ils prennent toute la place et qu'ils fassent autorité, ça c'est quelque chose dont j'ai tout à fait l'habitude en France. L'écrivain continue à être placé au-dessus. L'écrivain reste, tout le monde a envie un peu quand même d'être un écrivain, même si le statut est de moins en moins ça parce que la société va ainsi. Je comprends qu'en Haïti, cette chose-là fonctionne. Ouais. Et dans ton livre, on voit que tu saisis cette réalité-là. Quand tu parles des jeunes poètes, on a comme l'impression que tous ces jeunes-là qui n'ont pas encore 30 ans, ils veulent tous être Aragon et Rimbaud et Lionel Trouillot. Il y a comme une maladie de l'écrivain ici qui passe par une frénésie du paraître, non? Du paraître, je ne sais pas. Ça, je reconnais la pensée de Lionel Trouillot qui parle toujours de cette dérive de la promotion sociale dont je n'arrive pas à comprendre tout à fait, si ce n'est qu'il y a la notion du collectif, même marxiste, qui fait qu'on lit ensemble, on crée ensemble, on pense ensemble. Donc si tout d'un coup il y a un individu qui trace son chemin, on se méfie de lui parce qu'il quitte l'école. Moi, je n'ai jamais vu la littérature comme ça et je n'ai pas ces fondements marxistes qui m'enjoignent, je les connais, mais ça n'est pas ma perception. Ce qui fait qu'un trajet individuel, s'il est excellent, je me fiche de où est la personne, je veux son livre et je veux sa langue et je veux son style. Donc je ne tiens pas trop compte de ça. Mais je comprends qu'ici, on puisse en tenir compte dans le sens où l'inscription dans le social et le rôle de l'écrivain pour la collectivité, comme on vient de le dire, est immense. Donc, je pense que ce qui se passe dans ce que j'ai vu, ce n'est pas tant la promotion sociale que se hisser au-dessus de ce qu'on est. De ce bourbier, là. Oui, et de ce qu'on est amené à devenir. Parce que le devenir est vraiment incertain. Donc, si à un moment on peut se projeter dans quelque chose qui vous sort des perspectives, parce que justement il n'y a pas de perspective, et qu'il y a l'instant et l'instant d'après, et que c'est difficile d'envisager une trajectoire, je pense que la poésie est là pour s'inscrire autrement dans le monde. Et peut-être elle peut être vanité, mais pas seulement. Elle peut être besoin. Et après, ce qu'on oublie quelquefois, c'est ce coup près qui est celui du talent. Et là, on ne peut pas l'enlever. Si on n'a pas de talent, on reste à déclamer dans sa cour, mais on ne vient pas expliquer aux autres qu'on est le premier poète qu'il faut écouter et qui va changer l'histoire de la littérature. C'est peut-être cette forfanterie qui quelquefois accompagne la démarche poétique ici que j'ai pu rencontrer. Parce que la poésie ici, elle est fière, elle fait le pain. La poésie ici a une place qu'elle n'a pas en France, par exemple. Vrai, Il est vrai que les étrangers, les Français qui arrivent ici sont toujours un peu dans l'étonnement le plus entier en constatant la forte place de la poésie. Tu as l'impression que tout le monde en dit à chaque coin de rue. Mais quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as eu ce même sentiment d'étonnement? Est-ce que tu t'es dit, mais sont-ils des illuminés, ces Haïtiens? Non, pas des illuminés. Ou bien ont-ils raté la courbe de la modernité? Non, pas du tout. Je me suis dit ni ça ni l'autre chose. Je me suis dit qu'il y avait dans le corps, y compris dans le verbe, y compris dans la scansion et le fait de savoir par cœur la poésie, chose qu'on ne fait plus chez nous, il y avait un rapport qui était comme organique à la parole, aux mots, et que c'était un enchantement qui faisait partie du quotidien. Alors que chez nous, la poésie est enfermée dans des lieux, elle n'est pas dans le vivant. Ici, elle est dans le vivant, elle est dans la vie, elle est dans l'air des choses. Elle est dans l'inventivité, dans la créativité, elle est dans un rapport au monde. Et c'est plutôt ça qui me paraît caractériser cette poésie. Après, ce que tu dis sur la modernité, je pense qu'il y a ici encore des choses que nous n'avons plus chez nous. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire des choses de démarche de revue littéraire, de conversation littéraire. Et même la façon de parler français aussi. Oui, une espèce de chose qui fait que nous, on retrouve
Et Dieu aussi si ça produit l'admiration. Là, par exemple, il y a un moment, Régis Debray, j'ai pris une phrase de lui qui m'exaspérait dans la manière dont il l'a dite, mais qui en même temps avait un peu de cette vérité. Et je ne voulais pas me cacher que moi aussi je pensais ça, même si je ne l'aurais jamais dit comme ça. Mais il fallait l'avouer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'avant, quoi, qu'on n'a plus et qu'il est terriblement émouvant de retrouver, quoi. Ouais. Comme si nous, on s'était un peu perdus dans... Mais en même temps, c'est pas être réactionnaire que dire ça, parce que j'adore la vitalité de la langue dans mon pays et ailleurs. Valérie Marin-Lamellé, Port-au-Prince Tchak, Port-au-Prince Brac, Port-au-Prince Rac, Port-au-Prince Flac Flac, Port-au-Prince Floc Floc, Port-au-Prince Tchouk Tchouk, Chérir Port-au-Prince. Le livre est publié chez Mémoire d'Encrier et chez Philippe Rey. Et mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre cette émission. Le temps de la première pause. Allez, respirez. Délivrez-vous pour chérir une ville avec Valérie Marin-Lamellé, qui est journaliste littéraire au Point. Le livre est chez Mémoire d'Encrier. Et Valérie Marin-Lamellé a exploré tous les aspects. Elle a été dans toutes les chambres de la vie culturelle, intellectuelle haïtienne. Elle a été au théâtre. Elle a rencontré Daniel Marcelin, qui est, j'ose le dire, le plus grand comédien haïtien vivant. Comment c'était cette rencontre avec le Daniel Marcelin? On l'a attendu, cette rencontre, parce que, en fait... Dès que j'ai imaginé aller à Port-au-Prince, après avoir lu tant et tant les écrivains, tout le monde me disait, il y a un endroit où tu dois aller, c'est au Petit Conservatoire de Daniel Marcelin. Et chacun disait, oui mais je suis passé au Petit Conservatoire, et puis là, enfin, je n'entendais parler que de lui et de son émission à Radio Métropole. Donc il fallait absolument rencontrer ce monsieur. Or, à mon premier séjour en 2007, on n'a pas pu se voir, et parce qu'il n'avait pas le temps, parce que je ne sais pas quoi. Bon, après, on s'est raté en Belgique, ceci, cela, bref. Un beau jour, justement, on s'est trouvé en Belgique lors d'un débat. Et puis, pour finir, j'ai pu enfin assister à une séance du Petit Conservatoire. C'est là où j'ai vraiment, j'allais dire, rencontré Daniel et pu parler en longueur avec lui. La photographe Fabienne Douce, qui a travaillé avec moi sur ce livre, ainsi que Casimir Veillard et Barnabas Dieudonné, sous la direction de Roberto Stephenson. Donc Fabienne Douce était avec moi lors de cette séance. On est arrivé dans un endroit presque désertique qui ressemblait quasiment à une installation des chaises de guingois, tout ça à Delma, des jeunes avec des t-shirts, et puis Daniel Marcelin qui était là, même dans sa gestuelle, il avait l'air de les porter tous. C'est un homme qui porte non seulement le théâtre, mais cette foi de la transmission, et il était sur la toute fin du Petit Conservatoire, et je crois que c'est une des dernières visites qui ont été faites à Daniel. Et le fait, dans ce livre, d'avoir ce moment, je me suis dit que c'était quelque chose de touchant, quoi. Et après, je l'ai revu assez vite dans le film de François Martouré. Dans le rôle de l'épicier. Qui, pour moi, est un des personnages les plus forts du roman de Lionel Trouillot. Et je dois dire que, de Bicentenaire donc, et quand j'ai vu que c'était Daniel Marcelin, j'avais un appétit de voir le film, et il est tellement extraordinaire. Brillant acteur. C'est incroyable, quoi, c'est bon. Donc voilà, c'est Daniel Marcelin. Mais Daniel Marcelin, il dit aussi une chose de Port-au-Prince, dont je précise que je n'ai absolument pas raconté toute la vie culturelle, ni mis tous les artistes, c'est sûrement pas exhaustif. Je n'ai pu faire que ce que j'ai pu faire, et il en manque plein. Mais en tout cas, j'ai perdu le fil. Mais c'est par rapport à Daniel Marcelin qui a dit quelque chose sur Port-au-Prince. Oui, il a dit en fait qu'à un moment, il lui fallait arrêter. Parce que finalement, il n'y avait personne pour reprendre l'aventure. Peut-être qu'elle se jouait ailleurs. Et que les jeunes aussi étaient dans un rapport au donner et au recevoir qui n'était plus celui qu'il avait connu autrefois. Et je pense qu'il y a, en tout cas je l'entends ici et là, un peu comme partout dans cette jeunesse qui a tellement à la fois de capacité d'être attirée par d'autres formes
de passe-temps, quoi. Ouais. Voilà, c'est plus compliqué de l'attirer comme ça, c'est plus compliqué, l'attention est plus... Le monde change, Ouais. et puis peut-être qu'après certains événements ici, il y a des choses dont on se remet peut-être plus ou moins, quoi. À la page 109 de Chérir Port-au-Prince, tu parles du prince des mondanités de Port-au-Prince, Oblin Jolicoeur. On m'a tellement parlé de lui, j'étais trop content de le voir dans ton texte. C'est un personnage haut en couleur à Port-au-Prince, Ah oui, qui était partout et qui a restitué toutes les mondanités. Ah oui, alors lui, mais moi je l'ai connu en fait par Dany Laferrière, qui en parle assez souvent dans ses livres, de manière récurrente. Et d'ailleurs, je me disais, est-ce que vraiment il faut que je parle d'Oblin Jolicoeur, parce que Dany Laferrière en a tellement bien parlé, et c'était souvent mon souci dans ce livre, d'apporter un éclairage qui ne soit sûrement pas en moins bien ce qui a déjà été écrit par les romanciers haïtiens. C'est pour ça que je les cite beaucoup pour voilà. Mais je pouvais pas ne pas parler d'Oblin Jolicoeur. En plus, je venais de voir le portrait que lui avait consacré Arnold Antonin, qui, dans un autre art, documente lui aussi la vie culturelle et créative de l'île. Donc, j'étais dans l'amusement déjà du nom et ensuite de la manière dont l'homme avait porté son nom. Ouais. Ça aussi, j'allais dire, c'est haïtien, quoi. Et Valérie, tu as aussi été dans les musées pour faire ce livre. Tu as été au Panthéon, au musée d'art du Collège Saint-Pierre. Comment c'était cette insertion muséale? C'était quand même assez modeste, parce que le musée d'art du Collège Saint-Pierre, c'était lors de ma première visite. Et d'ailleurs, j'y ai admiré un tableau qui était un peu de guingois, là. Et je me disais, il est tellement beau. Et Louis-Philippe d'Alembert, avec lequel j'étais, me dit, c'est Antonio Joseph dont j'apprends la mort, là, toute récente. Et je me dis, quel dommage que j'ai pas... Bon, enfin, quel dommage, il y a tellement de choses dommages, donc il vaut mieux regarder ce que j'ai fait plutôt que ce que j'ai pas fait. Mais il y a ça, il y a ce musée donc, du Mupana qui m'a posé quand même un certain nombre de questions, parce que la non-hiérarchisation des objets exposés, c'est quelque chose de phénoménal quand on vient de l'extérieur comme ça, quoi. Tout est exposé sur un pied d'égalité. C'est vraiment incroyable. On se dit, mais c'est pas possible que... Bon, mais tu as des pièces qui appartenaient à Papadoc et l'épée de Toussaint Louverture. Voilà, donc il y a deux choses qui se sont passées à ce niveau-là. D'abord, le fait que dans ce livre, je ne peux pas aller à la course à ce qui se fait, c'est-à-dire que c'est comme une photographie de plusieurs moments entre 2007 et 2014 de la vie culturelle porto-princienne. Ça ne pourra pas aller tellement plus loin, donc il y a des choses qui sont figées, qui sont déjà en train de bouger. Par exemple, est-ce que le Mupana a changé ou pas? Je vais aller voir. Donc ça, j'ai une curiosité de ça. La deuxième chose, c'est que Arnaud Robert, dans Journal d'un Blanc, que j'ai reçu alors que j'étais déjà en train d'écrire, a tellement mieux expliqué que moi la même chose que ce que je voulais dire, que je me suis dit, c'est pareil, je ne vais pas me fatiguer à faire de la paraphrase. Hop, je cite Arnaud Robert et la chose est... Puisque j'étais dans le même rapport à la visite que lui. En 2007 et 2014, est-ce qu'il y a eu un renouvellement côté acteurs et opérateurs culturels? Ou bien est-ce que tu as constaté que c'est toujours les mêmes têtes qui sont en scène? Non, j'ai vu beaucoup arriver le hip-hop. Ça a monté beaucoup. Et puis, il y a toute une génération de jeunes poètes que reflète vraiment de manière impressionnante l'anthologie de la poésie contemporaine de James Noel. Vraiment, là, j'ai découvert et découvert même en écrivant. Du coup, j'ai encore pu rattraper mon retard en citant des gens que voilà, par exemple, je n'avais pas lu assez bien Koutchev, La Voix au pont, j'avais pas connu Elie Fenjan, enfin il y en a beaucoup que je cite et encore. Et puis les filles que là quand j'ai connu par exemple Kermonde, ah mais oui mais elle est déjà dans le livre donc ça va pas. Enfin bon, je veux dire elle est dans le livre mais dernière mouture. Et je sais qu'il y a encore des gens qui arrivent tout le temps, les BO que j'avais pas encore vus, vraiment c'est... Et cette génération de jeunes auteurs ne vit pas loin de la bouteille. C'est une génération qui passe un peu de temps dans les bars. Distraction comme bar a une place importante dans ton livre. Oui, alors, mais c'était peut-être un temps où on y était moins porté sur la bouteille, c'est-à-dire on était plus porté sur la conversation et sur l'échange.
Et je ne dis pas qu'ils ont arrêté de boire, hein. Ouais. Mais en plus, je crois que distraction n'est plus. Voilà, il y en a d'autres. Non, non, le mythe n'est-ce est pas? vraiment tombé. Voilà. Cette génération de jeunes poètes ne fréquente plus ce bar. Voilà, donc il va falloir que je rafraîchisse mes adresses, mon carnet d'adresses. Mais en tout cas, le lieu du café, enfin du bar. C'était le bar mythique de Voilà. 2005 jusqu'à 2013. Voilà, donc et c'est vrai que j'ai assisté là à ce qui pourrait être l'équivalent du Flore ou des Deux Magots version haïtienne, Ouais, ouais. c'est-à-dire beaucoup plus vivant, beaucoup plus déclamant, beaucoup plus inattendu. Mais c'est quand même là que j'avais l'impression que ça se jouait plus qu'à l'Olofsson où d'autres choses se jouent, Ouais. mais pas celle du terrain de la créativité en train de bouger et de ce tissu que j'essaye de décrire. Ouais. Parce qu'il y avait aussi les comédiens, il n'y avait pas seulement les poètes, il y avait toute Ouais. voilà, une circulation de créateurs. Et dans tout ça, il y a un monsieur qui est poète, qui s'appelle Dominique Batraville, Ah oui. qui a une place spéciale dans ton livre, parce qu'il est tout spécial, Dominique Batraville. Déjà, il est tout spécial. Et puis quand même, Dominique Batraville, j'ai rencontré d'une manière assez étonnante. C'est que j'avais vu Royal Bonbon de Charles Najman avant d'arriver en Haïti. Et que ma première arrivée en Haïti s'est faite par le Nord, par des rencontres qui avaient lieu à la citadelle du roi Christophe. Mais avant, nous nous sommes arrêtés au Palais Sans Souci. Et voilà qu'on visite comme ça, on marche. Et tout d'un coup, je croise, il y avait des colonnes comme ça, presque comme dans un ballet, un grand garçon, là, avec un grand sourire. Je me dis, je l'ai déjà vu quelque part et c'était bien lui. C'était Dominique Batraville. Donc je sortais du film et je me retrouve dans le réel face à lui, dans ce décor complètement fou. Et c'est comme ça qu'on rencontre Dominique Batraville, on ne peut pas le rencontrer autrement. Après, on le lit, après, on voit qu'il est à la fois comédien, poète, Acteur de critique, cinéma. que sa culture n'en finit pas de vous éblouir, que sa santé de briques et de broc tient la route, qu'il est, je sais pas, c'est l'émotion même. On sent qu'il est habité, Dominique. C'est un poète habité. Complètement. On sent qu'il n'est jamais seul. On sait qu'il a toujours plein d'aides dans sa tête. C'est peut-être ça qui fait toute sa poésie. Tu as même été chez lui, voir sa bibliothèque. Oui, parce que voir sa bibliothèque, c'est une jolie expression quand on voit l'espace dans lequel sa boîte d'allumettes et qu'il ne voulait pas montrer. Il n'avait pas du tout envie. Et puis un jour, il a dit oui à Fabienne Douce qui a pu venir le photographier là-bas. Et sans voyeurisme aucun, j'avais la curiosité du vécu de quelqu'un qui est vraiment une des dernières figures bohèmes au sens où on l'entendait peut-être autrefois. Maintenant, elle prend d'autres figures. Donc, c'est important. Et sans Dominique Batraville, tu as donc été toi dans cette posture de bohémienne aussi. Tu as été sur la Grande Rue voir Atis Résistance. C'est de l'art contemporain, tu dirais? Ben oui, bien sûr. Bien sûr que c'est de l'art contemporain, même si il tient compte d'une culture, il s'ancre dans la culture, mais bien sûr, oui. Et la récupération, tout ça, c'est voilà, c'est tout ce qui est faire découper. Mais oui, et surtout objets de briques et de broc qui font que le monde contemporain, y compris dans ses déchets, se retrouve magnifié par les sculpteurs de la Grande Rue. Mais il m'est arrivé une chose spéciale avec eux, qui est que j'ai fini mon premier séjour avec eux, alors que je l'avais commencé dans un lieu de carrefour où les jeunes expliquaient qu'ils avaient des problèmes d'immondices à gérer, notamment des crânes et des cadavres qui se trouvaient au bord des trottoirs. Donc là, j'ai quand même compris un Port-au-Prince qui, même si je pouvais l'imaginer en littérature, m'a beaucoup impressionnée. Et à la fin de mon séjour, je vois ces mêmes crânes faire la beauté, entre guillemets, et la force et la puissance des sculptures de la Grande Rue. Donc là, il y avait quelque chose de comment on fait avec la misère, comment on fait avec la mort, comment on fait avec le... on crée, quoi. On crée. Chérie au Port-au-Prince, Valérie Marin-Lamellé est à nos studios. Elle aime bien cette ville, elle aime cette ville autant que nous. Mesdames et messieurs, respirez.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vous venez à peine d'allumer votre téléviseur, vous suivez Délivrez-vous. Nous avons le privilège et l'honneur de recevoir une dame qui vient de loin et qui aime Port-au-Prince d'amour, qui a fait un livre sur Port-au-Prince, Chérir Port-au-Prince. Elle s'appelle Valérie Marin-Lamellé, elle est journaliste littéraire au Point à Paris. Donc elle nous vient de Paris et tu trouves que Port-au-Prince, c'est quand même une ville qui est habitée par une folie furieuse de la création, mais en même temps, quand nous sommes dans cette ville, la précarité n'est jamais loin. Ah non, ça, on ne peut pas dire qu'elle soit loin. Elle est même sous les yeux à tout moment. Et elle est poignante, Comment les gens arrivent à produire voilà, dans cette précarité-là, dans ce manque de tout, Valérie? Dans ce manque de tout, on fait appel à ce qu'il y a en soi. Et c'est là peut-être où ce qu'on a de plus fort en soi pour essayer de transcender le quotidien s'exprime, et s'exprime aussi avec le non-choix qu'on a. Ouais. Voilà, il y a aussi les conditions obligatoires. Et cette survie, elle passe par cette débrouillardise, par les brasseurs de la ville, d'Evans Wesh, hein? par ce mouvement incessant. Mais ce mouvement, il est aussi dans la circulation de ce qui vous porte haut. Alors, vous porte haut, ça peut être l'invasion du religieux, mais ça peut être la beauté, le besoin de beauté. Le besoin de beauté est universel, il est dans chaque être. Donc, et ici, vous êtes particulièrement doué pour en produire. Donc, il y a ça, mais il y a aussi chez moi, évidemment, la conscience d'une ville extrêmement divisée, où les classes sociales ne se parlent pas encore assez, où les choses sont... Et en suivant les artistes, et en suivant leurs œuvres, et en suivant comme ça la manière dont les choses se passent, on arrive à décloisonner, parce que l'art est fait pour ça. Il raconte, quelqu'un de très haut raconte quelqu'un de très bas se fiche de celui qui est très haut, parce que lui, il arrive à faire quelque chose qui va le porter aussi haut que l'autre. Donc, si vous voulez, les critères sont différents. Et je crois que c'est là où il faut avoir une confiance totale en la création et essayer de voir comment les artistes chérissent Port-au-Prince, chérissent Haïti. Parce qu'évidemment, on peut dire « Ah, Valérie Marin-Lamellé a fait un livre d'amour sur Haïti », c'est pas ça. J'ai pas fait un livre d'amour sur Port-au-Prince. J'ai voulu rendre hommage à ceux qui rendent la vie plus belle, qui rendent à la vie sa beauté, dans un désordre et un chaos épouvantable. Et c'est ça qui... Ouais. Et parmi ceux-là, tu as rencontré Maxence Denis, qui est vidéaste et qui assume son homosexualité dans un pays où l'homophobie frappe à tous les coups. Alors, en fait, je n'avais pas spécialement envie de faire un chapitre sur l'homosexualité. Je ne fais pas une analyse sociologique de la société. Mais il y avait un enjeu dans la posture de Maxence Denis par rapport à son entourage. Il y avait aussi une exposition de José Azor, dont j'ai beaucoup entendu parler sans pouvoir la voir en direct, qui a beaucoup frappé les esprits et qui m'a interpellée parce que même lui, sa démarche, je l'ai trouvée assez courageuse et assez rare parce que j'avais entendu parler de la situation des homosexuels et je connaissais bien sûr le film d'Anne Lescaut et de Laurence Magloire. Et de Laurence Magloire. Des hommes et des dieux. Donc tout cela faisait qu'il y avait une curiosité artistique, puisque c'est toujours par l'art que ça doit passer dans le livre. Et j'ai demandé à Maxence Denis d'être ce porte-parole, s'il le souhaitait, s'il en avait envie, et on a eu une conversation extrêmement franche, parce que c'est sa manière de dire que l'homosexualité est ce qu'elle est et qu'on doit apprendre à vivre avec tous, que ça vous dérange ou que ça ne vous dérange pas, elle est là.
Ouais. Et lui, il est là en disant « nous sommes là, nous avons le droit d'être là, nous avons le droit d'avoir un enfant, nous avons le droit, nous Ouais. sommes là. » C'est une sexualité comme une autre. Exactement. Ouais. Ce que le vaudou autorise bien plus que d'autres religions, c'est ça. Où finalement, on s'aperçoit aussi que la tolérance et l'intolérance sont des choses à revoir aussi dans les préjugés qu'on peut se faire. Ouais, ouais. Donc, et je pense que là, il y a des grands pas qui peuvent être faits, pareil par le positionnement des artistes. Ouais. L'artiste fait constamment avancer la société. Oui, oui. Et comme on ne peut jamais tout dire, Valérie, dans ce livre, j'ai remarqué que tu as tenté de le dire, tu as un petit peu dit la place de la religion ici, à Port-au-Prince. Il est vrai qu'il y a une hyper-religiosité. Il y a des églises presque à chaque carrefour. Est-ce qu'en travaillant ici, est-ce que tu n'as pas été choqué par cette forte présence du religieux? Bien sûr. Ben, je pense au début, on n'est pas tant choqué que étonné par combien de fois par jour on peut voir le mot Dieu. Oui. Sur les tapes, sur les murs, partout, Dieu est partout. Ouais. Il y a même une enseigne qui s'appelait Dieu voit tout communication. C'était une boîte de com. Et comme j'étais avec Régis Debray dans une voiture et que lui est le médiologue, le penseur des médias, j'avais vraiment envie de lui montrer Dieu voit tout communication. Mais donc oui, c'est partout. Et au début, voilà, il y a cet étonnement. Et puis après le séisme, là, il n'y a plus d'étonnement. Ouais. Il y a un affolement, il y a Ouais. une inquiétude terrible qui fait que comment est-ce qu'on peut se dire qu'on a fauté et que quelque chose nous est arrivé parce qu'on a fauté. Et là, si vous voulez, il y a des choses comme ça, comme en Afrique avec des sectes qui tout d'un coup font qu'on n'est plus dans le « Ah, comme c'est amusant, si vous voulez, Ouais. ou distrayant ». Non. Ouais. On arrête et on voit la gravité d'une situation et on voudrait que la société reprenne confiance en elle et en l'humain. Ouais. Et qu'il y ait, comme Dadi Castra, un peu moins de religion. Un peu moins de religion. Et tu as été aussi sur le Bois Vernat, tiens, dans cette logique. Tu as été à l'atelier jeudi soir, atelier dont je suis membre, avec Lionel Trouillot, définitivement, qui est le pape de l'atelier, qu'on aime, qu'on adore. Tu as bien aimé l'atelier jeudi soir? Ah mais oui, d'abord ça m'a donné l'occasion de t'y rencontrer, parce que Lionel n'a pas manqué de souligner comment est-ce qu'on dit ça, ta maturité, voilà, et ton talent précoce. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, j'avais le recul. Et c'est là où faire ce livre, c'est des couches de mémoire qui se sont emmagasinées depuis 2007, et même avant avec les lectures, c'est d'avoir assisté à une séance d'un atelier jeudi soir tout différent dans une villa de Bourdon, où Lionel faisait travailler plutôt des cadres, et de me retrouver dans une autre version, dans ce collège avec des jeunes. Et voilà. Donc c'était une toute autre ambiance, et ça montrait à quel point Lionel Trouillot change et essaye de nouvelles pistes pour que toujours l'écriture soit à l'œuvre, et la réflexion et la pensée critique, puisque c'est comme ça qu'il existe dans cette ville. Hein. Qui est un atelier assez spécial de sa configuration. Tu as comme membre un cadre de Barbancourt, Henri Quénol, qui fait un très bon roman que tu as aimé, Le désespoir des anges. Le désespoir des anges, ça a été une claque. Je pense qu'il y a eu ce livre et là récemment, Les brasseurs de la ville d'Evans Welsh, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Le désespoir des anges est beaucoup plus désespéré, beaucoup plus noir, beaucoup plus violent. Mais il y avait aussi dans Quénol cette immersion totale dans la ville. Et là, c'était dans Cité Soleil. Et j'avoue que là, ça m'a donné une claque. Et je l'ai fait lire autour de moi par des gens qui ne connaissaient pas du tout Port-au-Prince, qui, pareil, ont eu de même que Evans Welsh. Ça fait le même effet. Ce sont des livres qui sont des rendez-vous avec le réel et absolument incontournables. On ira maintenant, Valérie, toi et moi, dans une autre chambre. Tu es journaliste littéraire, tu travailles sur tout ce qui est littérature afro-caribéenne et tout. Mais si je te fais la question toute bête suivante, qu'est-ce que la littérature pour toi? La vie. C'est un peu, ça me vient comme ça, je pense que je n'ai jamais répondu ça, mais si je le réponds, ça doit être que c'est vrai. Puisque d'habitude, c'est moi qui pose les questions. C'est vrai que généralement, tu es dans la posture de la donneuse de parole. Non, c'est la vie. C'est la vie avec ses irrégularités, avec ses tensions et ses moments de grand bonheur.
C'est la manière de regarder et de ressentir. C'est la manière de savoir ce qui nous arrive. Valérie, tu prends l'avion, on te dit 4 livres avec toi. Quels sont les livres que tu prends? Ah, alors ça dépend la destination. Imaginons que je parte très loin sans savoir si je reviens, ou quand je reviens du moins. Alors je prends ma pilule quotidienne, Rapidocilline comme les poèmes de Castra. Non, je prends Oh les beaux jours de Samuel Beckett, parce que chaque jour il faut tirer sa journée. Ouais. Winnie nous y aide et elle scande comme ça la journée en disant « Oh, quel beau jour ça va être encore ». Et Winnie qui parle depuis un trou et Winnie qui met en scène notre increvable désir d'exister. On souhaite ne pas crever. On souhaite ne pas crever, mais c'est quand même assez dur de chaque jour faire face à notre condition. Ouais. Et l'émerveillement et la faculté d'émerveillement est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Et que peut-être ici, je l'ai rencontré. Je suis en train de me le dire en parlant. Et aussi, au les beaux jours, faire face à la solitude, faire face au vieillissement, faire face à tout ce qui est la vie qui part, regarder la vie qui part. Et faire face à l'ennui, faire face au vide, mais je crois que c'est juste faire face. Samuel Beckett, avec bien entendu une petite gamme d'absurdités. Il n'y a pas de Beckett sans… Bah oui, même sans l'absurdité de la condition humaine. Mais l'humour, le sourire pour faire avec, et les mots, parce qu'on peut se les répéter, ces répliques, on peut se les répéter, les apprendre par cœur, et elles font du bien. Et moi, j'ai eu la chance de voir cette pièce dans la création, pas à l'époque, bien sûr, je n'ai pas tout à fait encore cet âge-là, mais du moins revoir quand Madeleine Renaud a repris le rôle. Et j'étais la voir 3 fois tellement j'étais accro à cette pièce, et pour moi, c'est ma compagnie, quoi. Samuel Beckett, Oh les beaux jours. Et quel serait ton deuxième livre, Valérie? Alors, je prendrais peut-être Soleil de la conscience d'Édouard Glissant, qui est un livre que j'ai lu bien après avoir lu les autres livres d'Édouard Glissant, puisque je suis tombée dans le monde d'Édouard Glissant, qui est devenu un maître, puisque c'est le tout-monde et cette utopie à laquelle j'aspire et à laquelle se rallie Port-au-Prince, Chérir Port-au-Prince, puisque le monde n'est qu'un seul monde et nos imaginaires… le fameux tout-monde de Glissant. Voilà. Et puis dans Le Soleil de la conscience, on a comme un exotisme à rebours. Voilà, et on a surtout la vision de l'autre, c'est-à-dire, moi, ce qui m'a fait basculer, c'est la vision que l'autre avait de moi et la non-vision que j'avais de lui. Et depuis que j'ai eu cette révélation, je cherche à combler ça constamment, et Glissant est un de mes bâtons de pèlerin. Mais Soleil de la conscience est particulièrement frappant parce que c'est un essai de 56, donc tout au début, rien n'est encore écrit sauf les poèmes. Et là, il y a tout. Toute l'œuvre de Glissant est déjà dans Soleil de la conscience. Donc quand on s'aperçoit de ça et que le reste n'a été qu'une longue répétition magnifique, un travail sur la langue, une ouverture, et que ça a donné tant de livres. Et aussi, Valérie, une vision de Paris, où Paris n'est pas une géographie, mais presque une idéographie, cette ville illuminée, cette ville cathédrales, splendide. les églises. Comment, lui, il n'a pas d'église, il n'a pas le gris et il n'a pas la verticalité qu'il a à Paris et les façades. Donc, physiquement… Et l'émerveillement devant la neige aussi. Oui, bien sûr. Ça, j'allais dire, c'est presque plus classique. Et on en a d'autres versions, mais c'est un Édouard Glissant très proche aussi, que peut-être on retrouve moins dans la pose un peu de penseur et de poète, comme ça qu'il a eu après, qui a intimidé beaucoup. Le maître de la créolité. Non, de la créolisation. Oui. Il est en mouvement, les autres sont à l'arrêt et lui est en mouvement. Carrément. Donc, c'est… L'art d'être seul aussi à Paris, on a tout ça dans Le Soleil de la conscience, qui est un livre que Valérie recommande aux téléspectatrices et téléspectateurs des Livrez-vous. Et quel autre livre, Valérie, tu mobiliserais? Alors, disons, si on se met un peu plus dans le contemporain, je ne sais pas vraiment quel livre je conseillerais de Marie Ndiaye parce que j'aime toute son œuvre, mais disons que Rosie Carpe est un livre qui m'a particulièrement touchée parce qu'il est
à la fois inscrit dans cette France profonde qu'elle a à cœur de montrer, puisqu'elle a grandi tout à fait en France, et elle est née en France d'un père sénégalais qui a très vite quitté le foyer, donc avec une mère qui a élevé, et elle et son frère Pape Ndiaye, qui est un historien tout à fait fameux aujourd'hui en France. Et Marie Ndiaye, donc elle raconte à la fois cette province avec ses engourdissements, ses peurs, sa petitesse et ses joliesses aussi. Hein, c'est pas... Et puis le grand dehors, c'est-à-dire que là, on a un couple de frères et sœurs, Rose et Lazare, Rosie et Lazare, qui vont chacun avoir un destin, ils vont monter à Paris. Les deux vont rater. Études, ils ratent. Ils ratent les deux d'une manière pitoyable. Lazare se perd, finalement il part en Guadeloupe. Il revient paumé, fauché, voilà, hargneux. mais Rosie, elle, va le rejoindre. Entre-temps, elle a un bébé qu'elle s'est fait faire par son patron, évidemment. Donc qu'elle n'aime pas. Il y a aussi toute une histoire littéraire de Cosette, c'est-à-dire il y a tout. Et après, ils vont faire un voyage. Et ce voyage de Rosie Carpe, sa découverte de la Guadeloupe, ça... Il y a quelque chose là-dedans que j'oublierai jamais, qui est dans cette espèce de littérature proustienne de Marie Ndiaye, qui est dans une nuance, et elle appuie là où on ne peut pas appuyer nous, si elle montre les choses dans une langue qui a l'air de ne pas y toucher, qui est à la fois précieuse et physique. Il y a quelque chose chez elle qui est indépassable. Et on sent aussi que la chronologie, la durée, le temps romanesque, on sent qu'elle est hors de tout ça. Oui, et elle montre en même temps que les frontières de l'identité sont poreuses. Voilà, et ça, il y a un gros travail. C'est pour ça que Marie Ndiaye parle à tout le monde. Parce qu'elle est aussi bien ancrée dans la littérature la plus classique que proche justement de ces tout-mondes. C'est-à-dire que dans son oreille, il y a d'autres langues qui parlent. Et moi, ça m'émerveille constamment, quoi, vraiment. Marie Ndiaye, Rosie Carpe. Le dernier livre serait quoi? Bon, alors, ce n'est pas de la démagogie, mais il faut dire que je suis quand même un peu habitée ces derniers temps par Amour, colère, folie de Marie Chauvet. Et que ça m'a donné non seulement une grande claque pour le livre lui-même, mais ça a bousculé, ça a décentré ma vision de la littérature, du moins écrite par les femmes. Parce qu'elle arrive dans un paysage où j'avais beaucoup de repères, étant par exemple assez familière avec l'histoire littéraire germano-pratine. J'avais évidemment bien en tête et Simone de Beauvoir et toutes ces femmes qu'elle a aidées à éclore. Et quand j'ai vu que celle-ci venait de loin, Simone, vraiment, avec cette langue qu'on peut qualifier aussi de la langue que Béatrice Beck, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, l'auteur du prix Goncourt, Léon Morin-Prêtre, elle l'appelait l'écriture blanche, l'écriture NRF, c'est-à-dire que Marie Chauvet n'est pas là avec ses exotismes. Elle est dans une écriture extrêmement classique. Et il y a une de ces violences qui passe par là, et en transgressant je ne sais pas combien de tabous que des femmes à la même époque transgressaient, comme Violette Leduc, comme justement Béatrice Beck, comme des tas voilà. Et Marie Chauvet qui est mulâtresse et qui met en scène dans son roman le drame de l'épiderme en Haïti. Claire dans l'amour est triste parce qu'elle n'est pas claire de peau. Et c'est tout ça que après, j'apprenais à découvrir avec une espèce de classicisme correspondant à cette époque. Et je dois dire que c'est peut-être ce contraste-là qui m'a le plus marqué. Et puis surtout l'audace de cette femme et aussi le mystère qui l'entourait, qui évidemment, quand on aime un peu les romans autour des romans, même si en réalité c'est assez tragique, il y a cette fascination qui s'en mêlait. Donc ça a été un événement assez fort. Et pour à la fois le courage de cette femme, l'événement, son rôle dans l'histoire littéraire, c'est peut-être elle que je prendrais, mais cette question des 4 livres est épouvantable. Parce que dans l'histoire littéraire, il faut dire que Marie Chauvet était membre de Haïti littéraire avec Anthony Fels, mais malheureusement, on ne la met pas trop en avant, alors qu'elle recevait les poètes tous les dimanches chez elle à Bourdon. Il y a des figures comme ça qui vont être mises en avant à la hauteur de ce qu'elles ont apporté, mais ça prend du temps. Marie Chauvet, que Livre en folie, fête cette année.
Valérie, les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent Délivrez-vous ont cette possibilité de nous envoyer des vidéos. Ils regardent l'émission, il y a un téléphone WhatsApp, ils envoient la vidéo où eux, ils présentent un livre qu'ils ont aimé. Nous allons maintenant visionner une vidéo qu'un téléspectateur nous a envoyée. Jamais que 2 fois. La première au monde, la deuxième à soi. La naissance à soi, c'est ce que nous raconte avec brio le romancier Lionel Trouillot dans Thérèse en 1000 morceaux. Thérèse est la cadette d'une famille riche, ruinée par un père absent et volage. Thérèse va être élevée avec sa sœur par une mère pour qui compte uniquement la morale et la religion. Thérèse va être brimée, elle va être enfermée, elle va être coupée d'un monde qui lui est présenté comme une menace et qui pourtant l'attire. Et puis un jour, Thérèse se découvre investie de son double qui est profondément elle-même, qui est libre et qui l'investit peu à peu. Au début, Thérèse subit ce double, puis l'observe pour devenir finalement complètement ce double. Et ce double va faire éclater l'univers de Thérèse, non sans peine, non sans douleur, non sans souffrance, mais il va permettre à Thérèse de devenir complètement libre et de goûter au plaisir de la vie. Et c'est ce que nous invite à faire Lionel Trouillot dans ce roman, à exploser pour naître à soi et être heureux. Merci et continuez à poser ce geste. Quand vous lisez un livre que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous faire filmer par votre téléphone portable, disposez le téléphone à l'horizontale et envoyez-nous la vidéo qui sera diffusée à Délivrez-vous. L'idée étant de partager le plaisir du texte. N'hésitez pas à poser ce beau geste, à rester dans le bonheur et la belle énergie. Valérie Marin-Lamellé, Chérir Port-au-Prince, Mémoire d'un crié, les bars, Artistes Résistance, Noailles, les vidéastes. Est-ce que tu es contente d'avoir fait ce livre? Oui. Il fallait dire Port-au-Prince. Oui, j'avais au-delà des reportages, presse écrite, audio, et même d'un long documentaire quand même que j'ai fait avec France Culture, qui quand même prenait le temps. Mais il y avait tout ce que je voulais dire autrement et que le métier ne me permettait pas de dire. Et je me suis aperçue que, par exemple, si j'achetais l'histoire du Nouvelliste que Anaïs Chavenet réussissait à me procurer, si j'achetais une vieille histoire de Port-au-Prince, une chronique d'Emmanuel Lamotte, mais pourquoi je faisais ça? Puisque j'avais jamais le temps de le lire avec le métier qu'on fait. Ouais. On n'a pas le temps de lire ce genre de choses. En fait, j'accumulais un peu à mon insu de quoi plonger vraiment dans Port-au-Prince comme j'avais envie de le faire. Et je pense que je continuerai, ça ne va pas s'arrêter là. Mais c'est vrai que rendre ça vivant comme ça, c'était quelque chose de très important, comme s'il fallait que les gens me croient. Ouais, il fallait que les gens se rendent compte que tu as vraiment vu ça. Oui. Valérie, si tu Grâce sais... aux photographes. Ah oui, parce aussi. que tu as eu 3 photographes avec toi. Voilà, très important. Tu as eu Fabienne Douce, tu as eu... Barnabas Dieudonné et Casimir Veillard. Et on a les photos qui sont dans le livre. C'est Voilà. possible de montrer tout ça. Tu as Ewell Josué en photo, tu as des Guédé en photo et tu as Distraction où on voit Béonard, Léon, Casimir, Daniel. Tu as Inema, le poète de Cité Soleil. Il y a eu un bon moment d'échange entre Inema et toi. Oui. Et puis cette fameuse fresque-là qui est en haut De Patrick Villers, où il y a un roman de Gary Victor qui prend fin devant cette fameuse fresque. Et puis tu as Pascal Monet, tu as les artistes d'Artistes Résistance. Tout est là, mais magnifique. Non, pas tout. Ouais, bon, Arnold Antonin, tu refuses le tout. Hein. Ah non. Et aussi, ça faut pas l'oublier, hein, le poète Paul-Harry Laurent. Hein. Ah oui. Voilà là, Paul-Harry Laurent. Quelle chance j'ai eu d'avoir cette rencontre. C'est en fait James Noël qui m'a appelé un jour en me disant il est là, il faut que tu viennes, après on ne sait pas, peut-être qu'on ne le reverra pas de longtemps. J'ai tout arrêté, on a foncé et j'ai rencontré ce poète si merveilleux et si discret. Ah ben oui, tellement discret, tellement timide, mais tellement poète. L'artiste Lionel Saint-Éloi, chez lui, voilà, bien installé, voilà. Dans l'impasse, avec son fils musicien, toute la famille. L'impasse qui porte son nom, la grande dame de la danse, Viviane. Non, tu as fait un très beau livre, Valérie. Merci, D'Angelo. Et Mackenzie Orsel, qui a 4 prix littéraires là, pour son dernier roman, L'ombre animale, qui est là dans ce livre. Et le poète
le plus grand timide, à mon avis, de cette génération, Brunel Auguste, Ah oui. qui est là, voilà, avec son Très petit discret chapeau, aussi, oui. d'une discrétion, voilà, et aussi les travaux de Maxence Denis, le monstre Franck Etienne, Daniel Marcelin, un joli travail. Mais tu sais, malheureusement, Valérie, la vie, elle ne va pas nous garder, même si on produit des merveilles en son sein. Si tu dois partir, on te demande une phrase qui résume Valérie. Quelle serait cette phrase? Je pense que elle est dans ce livre. Seule l'inertie est menaçante. Saint John Perse. Est-ce que tu dirais également cette phrase à une jeune femme, à un jeune homme qui n'a jamais lu de sa vie? Si on te dit, dis quelque chose à un jeune homme qui n'a jamais lu de livre dans sa vie et qui n'est pas analphabète, ce serait cette phrase et quelle autre phrase? Non, ce serait que, comme Jacques Lacarrière le dit, la culture, c'est naître, malheureusement je vais déformer parce que contrairement à vous tous, je ne sais pas retenir des citations et des vers par cœur. L'idée étant que il faut mourir plus vaste que les mondes qu'on a connus à sa naissance ou le monde qu'on a connu à sa naissance. C'est ça la culture. Ouais. Et le fait de lire, ça permet justement de voyager, de peaufiner sa culture. Et d'être avec l'autre, avec les autres. Merci Valérie Marin-Lamellé. Mesdames et messieurs, la parole est dite. Votre intelligence est un feu qu'il faut toujours charbonner. Restez dans le bonheur et la belle énergie. Passez en librairie, achetez Chérir Port-au-Prince, mangez ce texte avec appétit. Ce texte va vous dire beaucoup de choses sur votre ville, sur Port-au-Prince et dans le monde. Rappelez-vous toujours de ça. Il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.